Bonjour et bienvenue dans Objectif Cash Flow. J'espère que vous allez bien parce que moi, j'ai mal dans mon corps. T'imagines même pas. Mais bon, nous sommes dans ce troisième épisode de ce podcast et au programme aujourd'hui, on va parler stratégie, les différentes stratégies qui existent et surtout la stratégie que je vais réaliser sur mon deuxième projet, donc le petit immeuble de rapport. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, j'en ai parlé dans le dernier épisode, donc je te renvoie vers le dernier épisode. Et puis voilà. Euh, Dans le dernier épisode, on avait fait quoi? Oui, je vous avais décrit donc l'acquisition du bien, les chiffres, le prévisionnel, etc. Donc je t'invite à aller l'écouter. Avant d'attaquer le vif du sujet, la petite intro comme d'hab. Donc pour les nouveaux, quelques mots. Donc je m'appelle Loïc, je suis kiné et investisseur immobilier. Je documente dans ce podcast mon parcours dans l'investissement immobilier, mes opérations, mes réussites, mes chiffres, mais aussi mes difficultés et mes échecs. Tout cela avec un maximum d'authenticité et de transparence pour que vous puissiez vous aussi profiter de mes expériences et mes apprentissages. Bien sûr, ce podcast ne produit pas de conseils d'investissement, il relate simplement mon parcours. Voilà, maintenant que c'est fait, avant de commencer dans le vif du sujet, donc je t'invite à t'abonner, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu écoutes, mettre un petit like, un commentaire ou un avis 5 étoiles, ça c'est la meilleure façon de soutenir le projet. Et on attaque au sommaire aujourd'hui, donc les actus de la semaine, les trois stratégies d'exploitation en immobilier. Je vais les décrire chacune avec avantages et inconvénients. Et ma stratégie donc à copier-coller pour justement optimiser une forte rentabilité avec bien entendu les actions qui en découlent. C'est parti. Actu de la semaine. Attends, ça me fait penser, j'ai oublié de prendre de l'eau. Je vais peut-être un peu galérer sur la fin, tant pis. C'est ma faute. Donc là, je profite en fait, j'étais en chirurgie ce matin là, en train de faire de la kiné, et puis en fait, je n'avais quasiment pas de patient, donc vu que j'avais une heure à occuper, j'ai dit bon allez, je vais faire un petit épisode de podcast, autant pas perdre de temps. Donc il y aura encore plus d'impro que d'habitude, je pense, mais au moins là pour le coup, on respecte la promesse qui est transparence et authenticité. Donc actu de la semaine, je disais. Alors, cette semaine, de toute façon, on est à zéro séance de sport, puisque, en fait, donc j'avais mon trail dimanche. Je me suis mis une sauce. Ah, je peux vous dire que je vous souhaite pas d'être dans mon corps. C'était vraiment costaud. Donc, j'ai pas fait le temps que je voulais. Je faisais 1h40, j'ai fait 1h45 et 45 secondes, ce qui est correct pour quelqu'un qui court que depuis 2 mois et demi, on va dire. Mais bah, voilà. Moi, je suis un compétiteur dans l'âme, donc forcément, je visais une 40, il me fallait une 40, donc c'est tout. Je ferai mieux la prochaine fois. Après, il n'y a pas que du négatif non plus, donc bien sûr, du positif. Le plus gros élément positif, je trouve, de la course, c'est vraiment, bah, déjà, c'était un pur kiff. J'avais de l'adrénaline dans tout mon corps, là, sur la ligne de départ, c'était un truc de fou, des fourmis dans tout le corps. Ça m'a rappelé vraiment à l'époque où je faisais de la force athlétique, ma première compétition. Vraiment même sans ressenti. C'était super agréable et du coup ça fera un bon souvenir. Et après, bah, le gros positif, c'est que j'ai réussi à mettre une intensité de fou tout le long de la course. Et ça, c'est vraiment cool. Euh, mon, mon cœur, je crois que je suis à 176 battements par minute de moyenne, donc sur 18 km. Enfin, moi, je suis assez content d'avoir réussi à vraiment mentalement tenir pour avoir une intensité aussi élevée. Donc ça, c'était vraiment cool. Et après, bah, c'est tout, on fera mieux la prochaine fois. Donc, pour le sport, reprise en douceur, je pense jeudi, parce que bah, ceux qui veulent vraiment les détails, j'ai une putain d'ampoule au pied qui m'empêche de marcher, donc la course à pied, là, ça va être compliqué. Je suis en train de la traiter. J'ai mis le pied dans une flaque d'eau au premier kilomètre et ça a frotté pendant 17 kilomètres derrière, c'était une horreur. Et du coup, ouais, je vais essayer de reprendre une petite course de 20 minutes, je pense, jeudi, juste pour voir ce que ça donne, et 40 minutes le week-end, un truc comme ça, pour vraiment reprendre progressivement, avec probablement un peu de préparation physique générale autour pour remettre en route la machine. Mais ouais, pas avant jeudi, je pense. Parce que donc j'ai un prochain trail dans moins de 15 jours maintenant, donc le 6 avril, et là ce coup-ci ça sera 20 km, mais ce sera un peu plus roulant. Donc à voir, je sais pas,
le but là, pour le coup, c'est pas forcément d'aller chercher un énorme temps, parce que c'est assez rapproché. Et le but, c'est pas de se mettre dans le rouge tout le temps, comme je l'ai été. Donc on verra. On verra ce que ça dit. Je vous redirai éventuellement dans le prochain épisode si je me chauffe ou pas. Mais là, le but, c'est plutôt d'y aller à une bonne allure, mais pas à une allure complète. Bon, ça, c'était pour la partie sport. Ensuite, partie immobilière. Donc, ce qui vous intéresse le plus, normalement, pas de visite cette semaine. J'ai eu pas mal, par contre, de rendez-vous avec les artisans pour faire des devis, notamment. Je suis en train de revoir un petit peu la stratégie aussi, là, au niveau du mode de chauffage, etc., de l'immeuble qu'on vient d'acheter. Donc, pas de grosses difficultés, mais ça m'a pris un peu de temps. Et par contre, donc, j'ai eu rendez-vous avec une dame de l'urbanisme de la ville dont, dont- dont je suis en compromis de vente là sur un projet encore secret que je vous ai pas expliqué, et que je vous expliquerai dans les prochains épisodes. Donc si tu veux avoir les détails, ben, je t'invite à t'abonner et puis à écouter ben, les prochains épisodes, parce que ça, je vous ferai une présentation en bonne et due forme. C'est un projet un peu plus ambitieux, un peu plus technique, notamment administrativement parlant. Et du coup, voilà, le but c'est de documenter aussi, parce que les galères commencent, notamment avec ce rendez-vous là où déjà il y a quelques difficultés qui sont, qui ont pointé le bout de leur nez, mais rien de grave, on va passer au-dessus comme d'hab, pas de souci. On garde le mindset, à tout problème existe plusieurs solutions, et après c'est à nous de choisir. Après elles sont plus ou moins satisfaisantes, mais ça reste des solutions. Sinon, petite galère aussi sur l'immeuble, une petite fuite d'eau, donc là avec un changement du siphon, donc ça c'est délégué par le plombier, rien de grave, mais ça fait partie aussi de l'actualité et surtout de la routine d'un investisseur immobilier. Donc, je, je trouvais ça important de le souligner. Ensuite, donc, je vous ai dit qu'on allait parler des stratégies d'exploitation en immobilier. J'en ai relevé trois selon moi. Alors, bien entendu, ça dépend comment on définit stratégie d'exploitation. Moi, en tout cas, pour moi, il y a vraiment trois grandes familles. Et après, dans ces familles, éventuellement, on pourrait créer des sous-groupes. Donc, les trois familles, les trois stratégies d'exploitation en immobilier, c'est la longue durée, nu ou meublé, la courte durée, classique ou atypique, et la longue durée plus courte durée, c'est-à-dire par exemple le studio étudiant qu'on loue 10 mois en longue durée et en LCD l'été par exemple. Putain les gars, désolé, j'ai eu un appel, du coup j'ai une coupure et j'ai peur d'avoir coupé un peu le fil. Je crois que je venais de donner les trois stratégies d'exploitation. Donc on va enchaîner sur chaque stratégie pour les expliquer. Alors là, pour le coup, bah, ce sera un épisode où il y aura un petit cut, pas voulu, mais il aura le mérite d'exister. Donc sur les stratégies, la première, c'était la longue durée nu ou meublé. Là, au niveau de l'avantage de celle-ci, bah, il est évident, c'est que c'est la moins risquée. Théoriquement, c'est le qui a le moins de gestion. Il y a une bonne pondération de la banque qui est immédiate, c'est au moins 70%. Donc c'est-à-dire qu'en fait, admettons, vous touchez 1000 euros de loyer par mois. En fait, la banque, elle va considérer minimum que 700 euros, c'est du vrai revenu. Et donc, si par exemple, bah, vous avez une mensualité de 600 euros, ça veut dire que vous gagnez 100 euros de plus par rapport à votre état initial avant cette opération. Donc, en fait, concrètement, vous gagnez plus par mois. Donc, votre taux d'endettement, il est en pourcentage plus faible du coup. Donc, ça, c'est vraiment enfin, quelque chose qui est hyper intéressant. L'inconvénient, bien sûr, c'est qu'en général, ce sont des biens moins rentables. On va pas aller chercher du 20% de rentabilité sur ce genre d'opération. Et il y a également moins de cash flow. Ça va avec. En inconvénient, j'ai mis aussi, mais qui est, selon moi, pas forcément un inconvénient, c'est la possibilité d'impayé. Alors, possibilité d'impayé, oui, il faut le relativiser. En France, je crois que les stats internationales, c'est entre 1 à 2% d'impayé. Donc, sur 100 logements, en gros, il y a un loyer qui rentre pas. Donc voilà, c'est à relativiser. Et en plus de ça, il y a quand même un certain nombre d'assurances et de garanties qui existent, notamment la garantie Vessal pour les jeunes étudiants et jeunes actifs, tout ça, ou les personnes un peu âgées, ça peut rentrer en compte. Donc là, c'est une garantie que vous offre l'État qui est gratuite.
Et donc, en fait, vous touchez votre loyer quoi qu'il arrive. Donc, dès que ce dispositif existe, je vous invite vraiment à faire la demande. C'est une assurance qui est top. Et après, sinon, les assurances impayées, possibles aussi donc, dans des compagnies d'assurance ou à la banque. Et là, ça vaut pas forcément très cher non plus. Donc, il faut se renseigner. Ça permet vraiment de s'acheter une tranquillité en sacrifiant un petit peu de rentabilité, bien sûr. Ou de cash flow. Ah ouais, les deux. Ensuite, il y a courte durée. J'ai mis classique ou atypique. Alors, l'avantage, bien entendu, c'est que le cash flow, il est très élevé et la rentabilité est très élevée en général. Par contre, l'inconvénient, c'est que, notamment sur les premières opérations, on se crée un nouveau travail. En fait, il y a une charge de travail de gestion qui est très élevée. C'est une exploitation commerciale donc qui demande, bien entendu, d'autres compétences également. Il n'y a pas de pondération de la banque avant 1 ou 2 ans. Donc, en général, quand vous touchez des loyers en Airbnb, les banques, elles les considèrent pas tout de suite. En général, il faut 1 ou 2 ans de recul, parce que c'est plus volatile comme activité. On peut avoir des très bons mois, suivis de mois un petit peu moins bons, etc. Et il y a également, comment dire, toute une politique de la peur par rapport aux lois qui sont passées, donc les lois anti-finance, anti-Airbnb. Donc là, je vais pas trop m'attarder dessus, parce que ça demanderait pas tout à fait un podcast, mais quasiment un demi-podcast pour vraiment expliquer tout ce que c'est. Mais globalement, en gros, c'est mal perçu au niveau des banques parce que il y a la chasse des Airbnb dans les grandes villes à cause d'une tension locative qui est trop élevée. Mais c'est également, pardon, une forte opportunité, notamment dans les villes de taille moyenne, voire petite, moins de 200 000 habitants. Et donc, enfin, ça peut être hyper intéressant. Et il y a également donc les Airbnb atypiques qui, qui ont pointé leur bout de leur nez là, il y a quelques années, qu'on voit de plus en plus. Donc dans l'atypique, selon moi, il y a en tout cas deux types. Il y a vraiment l'atypique au sens, la construction qui est atypique, par exemple une houseboat, donc c'est un bateau qui sert d'appartement, une cabane dans les bois, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment la construction en elle-même qui est atypique. Et après, ce qui peut être atypique sinon, c'est l'aménagement. Donc ça peut être un appartement, par exemple, classique, mais avec une thématique et une décoration très poussée. Et donc là, l'intérêt, c'est qu'on n'est pas dans une problématique de guerre des prix. Parce qu'en fait, le souci, c'est que dans les villes où il y a pas mal de Airbnb, les gens, pour regarder des locations, ils sont obligés de baisser les prix. Donc en fait, on va vers des prix de plus en plus bas et donc des rentas de plus en plus faibles forcément. Alors que sur la typique, c'est un peu l'inverse. En fait, on a des prix plutôt plus élevés, mais par contre, on recherche vraiment un effet waouh et voilà. On rentre dans le commerce et dans le marketing du coup. Mais c'est une formidable opportunité, selon moi en tout cas, si on sait bien s'y prendre et qu'on est formé. Troisième stratégie d'exploitation en immobilier, donc coupler les deux simplement, le longue durée plus le court durée. Donc typiquement, en règle générale, quand on parle de cette stratégie, c'est plutôt sur les studios étudiants qu'on loue, donc on fait un bail de 10 mois, avec 2 mois, donc un bail de 10 mois, un appartement meublé, et avec 2 mois où on le met en Airbnb, donc voilà, en location courte durée l'été. Donc l'avantage, c'est qu'on dilue le risque, hein. Forcément, c'est moins risqué parce que il y a les loyers qui rentrent l'année, et puis normalement l'été, on est notamment dans les villes un peu plus grandes, etc. On est dans des moments un peu plus touristiques où il y a plus de flux de voyageurs. Donc on arrive mieux à louer son logement. Il n'y a pas de problème de pondération de la banque. En général, elle prend 70% des loyers minimum. Par contre, l'inconvénient, donc, c'est que ça ne s'applique pas à tous les biens. Il y a des contraintes géographiques, donc je vous l'ai dit, souvent c'est plutôt les grandes villes, les villes où il y a des universités, où il y a en tout cas beaucoup de scolarité, et leur rentabilité en général, alors là je parle vraiment sur le studio étudiant, elle est quand même assez faible, même si on augmente grâce à la location courte durée l'été. Souvent c'est des biens qui sont accessibles, hein, c'est des biens pas très chers, les studios, il n'y a pas beaucoup de mètres carrés, donc forcément il y a énormément d'acheteurs, il y a énormément d'investisseurs qui commencent par ça, et donc du coup qui sont pas forcément hyper formés et qui vont accepter des prix éventuellement un peu trop chers, en tout cas pour un investisseur, je trouve. Du coup, les rentabilités sont assez faibles et c'est vraiment un piège dans lequel faut faire attention. Mais après, bien entendu, si les chiffres sont là, il faut quand même se positionner, c'est intéressant. Ensuite, dernière partie, je crois, du podcast, si je dis pas de bêtises. Donc le podcast aujourd'hui, je pense qu'il sera assez court. Je sais pas combien de temps ça fait.
là que j'enregistre. En plus, vu que ça a été en deux morceaux. Donc dernière partie, c'est ma stratégie plutôt pour avoir une forte rentabilité en minimisant, entre guillemets, les risques au maximum quand même. Donc là, je vais vous prendre le cas concret de l'immeuble qu'on a acheté. L'immeuble, c'est pour rappel, c'est un immeuble de 3 lots avec un rez-de-chaussée de 50 mètres carrés qui est loué à l'heure actuelle 400 euros par mois avec un bail, c'est un bailleur social, je crois, qui garant. Et du coup, le bail prend fin en 2027. Donc DPEG pour rappel, donc c'est une passoire thermique. Le bail prendra fin, on n'aura pas le droit de le louer à une nouvelle personne. Par contre, on peut toujours louer si c'est le même bailleur. Oui, parce que ça, donc quelqu'un me demandait après le dernier podcast, il me disait, mais comment tu fais pour louer avec un DPEG, c'est interdit, etc. Donc oui, c'est interdit sur des nouveaux locataires. Par contre, les locataires déjà en place, c'est toujours autorisé. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est effectivement un truc à prendre en compte dans le futur du projet. Ensuite, premier étage, un appartement de 35 mètres carrés avec une terrasse de à peu près la même surface, un peu moins, je crois. Et un appartement de 25 mètres carrés au deuxième étage avec un grenier qu'on récupère de à peu près 8 mètres carrés loi carré et 10 mètres carrés au sol en surface habitable. Donc en gros, on aura deux 35 mètres carrés, grosso modo. Donc ma stratégie, comme on l'a vu dans chaque mode d'exploitation, ben, il y a des avantages et des inconvénients qui s'opposent entre eux. Donc moi, je vais coupler en fait les modes d'exploitation. Le rez-de-chaussée, je vous l'ai dit, donc c'est du longue durée. Il est loué 400 euros par mois avec un bail jusqu'en 2027. Ça me permet de payer le différé de crédit et ça me permet également d'être sûr d'avoir des loyers jusque 2027, bien que par rapport à la superficie, vous devez bien vous en rendre compte, le loyer il n'est pas assez cher, mais moi ça me permet d'avoir une sûreté en tout cas pendant 3 ans. Et ça va me permettre également donc d'adopter une stratégie plus agressive en termes de cash flow, en termes de rentabilité sur les deux autres biens. Alors pourquoi je fais ce choix? Bah, pour la simple et bonne raison que moi j'ai des gros objectifs en immobilier, des grosses ambitions, et donc j'aurais besoin assez vite de trésorerie. Et pour avoir de la trésorerie, bah, il y a deux choix hein, dans l'immobilier, c'est soit on arbitre, bon, par exemple pour revendre un appartement, pour racheter un immeuble, on revend un appartement pour racheter un immeuble. Donc à chaque fois la trésorerie des appartes en fait permet de se relancer sur un autre bien, on va dire, un peu plus gros. Ou alors la deuxième stratégie, bah, c'est d'avoir un énorme cash flow qui permet en fait de faire une grosse trésorerie, notamment pendant le différé de crédit, qui permet eh ben, également, donc du coup avec cette trésorerie, d'acheter plus de logements. Donc les deux autres appartements, vous l'avez bien compris, hein, ils seront exploités en location courte durée. Donc je compte faire des logements atypiques. Alors, je ne vais pas revenir sur le pourquoi de l'atypique, hein, je pense que j'ai été assez clair dans la présentation, mais moi je ne vais pas rentrer dans la guerre des prix vers le plus bas. Ouais, je veux vraiment faire des prix assez hauts et du haut de gamme. Ça permet également aussi d'éviter les voyageurs qui prennent pas trop soin des logements, parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le haut de gamme, ça attire des voyageurs plus soigneux. Je serais pas embêté par les lois anti-Airbnb, etc., parce que c'est une ville assez petite. Je sais plus exactement combien d'habitants d'ailleurs, mais quelques dizaines de milliers d'habitants, pas plus. Et en fait, j'ai pas peur, notamment au niveau du remplissage de ces Airbnb, parce qu'en fait, l'atypique n'existe pas dans cette ville, ou pratiquement pas. Et donc en fait, je vais créer une offre qui s'adresse à finalement un autre type de population. En fait, on va créer des love rooms. Et dans ces love rooms, bah, en fait, il y a beaucoup par exemple, de jeunes couples, des personnes locales qui sont vraiment dans le coin, qui vont louer une nuit, 2 nuits maximum. En général, c'est des biens qui se louent, voilà, quelques nuits maximum pour avoir une parenthèse dans un couple, etc. C'est pas du tout du Airbnb où, par exemple, les gens peuvent le prendre une semaine en vacances. C'est pas du tout, du tout, du tout notre stratégie. Alors, pour parler un petit peu chiffres et mes prévisionnels, je vous ai fait deux simulations. Une simulation pessimiste et une simulation optimiste. Quoi qu'il arrive, que la simulation soit pessimiste ou optimiste, on va partir sur à peu près les mêmes charges. Pour rappel, la mensualité de crédit globale, 1050 euros. Les charges ménage, donc c'est à peu près 40 euros, fourchette haute, mais entre 20 et 40 euros de ménage par logement, par intervention. L'eau et l'électricité, j'estime à peu près à 100 euros par mois d'eau et 500 euros par mois d'électricité. Alors ça peut paraître élevé pour certains ou pas pour d'autres, ça dépend, mais
il faut savoir qu'il y aura deux balnéos, il y aura une balnéo dans chaque appartement, donc c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal d'eau. Et l'électricité, bah, bien entendu, c'est déjà le prix est plus élevé en ce moment, et puis bah, il faut alimenter ces balnéos, etc. Donc ça va beau être des petites surfaces, il y aura quand même beaucoup d'électricité. Ah, alors dans mon prévisionnel, bien sûr, l'eau et l'électricité, c'est que pour les logements Airbnb, hein. Je parle pas du troisième logement. Donc là, c'est le locataire qui paye son eau et son électricité. Ensuite, le prix par nuit sera entre 100 à 200 euros à la location. Et donc, sur l'hypothèse pessimiste, avec un remplissage, donc pour moi de 50%, ça correspond à un chiffre d'affaires de 4500 euros, avec, on rajoute donc les 400 euros de la location longue durée en bas, et on déduit les charges. Donc les charges, quand on fait le calcul, on enlève 1200 euros de charges et 1050 euros de la mensualité de crédit. Donc sur l'immeuble global en pessimiste, avec un remplissage de 50% en moyenne, on arriverait à 2650 euros de cash flow environ, soit 29% de rentabilité. Sachant que voilà, bon, c'est pessimiste pour moi parce que je pense vraiment qu'on peut faire mieux que ça, mais pour d'autres personnes, on pourrait dire que c'est une hypothèse moyenne. Donc avec 50% de remplissage, eh ben, on obtient 2650 euros de cash flow positif. Alors, bien entendu, là, j'ai pas compté la taxe foncière, etc. Il y a quelques petites choses à rajouter si on voulait vraiment avoir une rentabilité nette, là, on est plutôt sur une rentabilité brute. Et puis, vu que c'est des prévisionnels, c'est vrai que j'ai pas pris la peine, on va dire, de pousser vraiment le calcul. Le but, ça sera de voir à quel point j'ai eu tort ou j'ai eu raison à la fin de la clôture comptable, du bilan comptable. Ensuite, j'ai fait une hypothèse optimiste. Donc, hypothèse optimiste avec un remplissage de 75%. On pousse le CA, donc le chiffre d'affaires, à 6750 euros, plus les 400 euros de location longue durée. Les charges, j'ai doublé, je me suis pas trop pris la tête, j'ai doublé, mais en pratique, c'est pas exactement ça. Je pense il y aura un petit peu moins de charges parce que je pense pas que l'eau et l'électricité, etc., ça double. Il n'y a que les charges de ménage en fait qui doublent. Mais bon, voilà, c'est pour simplifier un peu le calcul. Donc 2400 euros de charge, toujours les 1050 euros de mensualité. Et donc là, on arrive à un cash flow de 3700 euros et une rentabilité de 43%. Donc voilà, pas mal du tout, hein. Je pense que bah, pour certains, ça peut peut-être faire un peu rêver. Moi, je suis persuadé qu'en tout cas, on peut assez facilement atteindre, donc, on va dire, un entre-deux de ces chiffres, donc à peu près 3000 euros de cash flow. On va voir, l'avenir nous dira si je me trompe ou pas. Et sachant que sur certaines opérations, là j'ai déjà vu moi des cas concrets sur des opérations de Love Room, etc., où les taux de remplissage sont sur du 90, 95%, 99% dans quelques mois, enfin certains mois même, donc vraiment du 90% de remplissage annuel. Et donc là, bah, je vous laisse imaginer le cash flow vraiment délirant qu'il y a. Donc voilà. J'ai une question pour vous les amis. Donc là, depuis tout à l'heure, je parle, mais j'ai volontairement pas dévoilé un détail, parce que j'ai parlé de Love Room, d'atypique. Mais selon vous, quelle thématique je peux réaliser de tels chiffres? Je vous donne un indice, parce que les thématiques, on les a déjà choisies. Et selon vous, est-ce que quelqu'un peut trouver au moins une des deux thématiques de ces appartements? Donc l'appartement du premier étage, je vous donne un indice, il est inspiré d'une culture. Et l'appartement du deuxième étage, il est inspiré d'un film. Dites-moi dans les commentaires, et celui qui en trouve au moins une des deux, je pense que dans le prochain épisode ou éventuellement celui d'après, je, je ferai peut-être quelque chose. Je sais pas si lundi ça suffira à ce que quelqu'un trouve, mais voilà. Je vous invite à tenter votre chance. Bien sûr, je viens d'y penser là, donc j'ai pas trouvé le cadeau ou quoi, mais il y aura quelque chose à la clé, promis. Et bah voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire dans ce podcast. Ouais. Donc, pour rappel, à l'heure actuelle, ah oui, on va parler un petit peu des travaux quand même de cet immeuble. Donc à l'heure actuelle, la démolition des cloisons, du plancher et tout ça, elle est faite. Les artisans vont bientôt commencer le chantier. Donc là, j'ai juste le menuisier qui est venu me poser le plancher là qu'on a sauté. Donc là, le plancher est refait et les plombiers vont attaquer là pour tout ce qui est arrivée d'eau, etc. Et je vais pas rentrer dans tous les détails là des travaux. Je pense que je vais faire, je vous propose, c'est que je vais faire un autre épisode et on reviendra sur vraiment la partie travaux.
Et notamment aussi les questions autour des travaux, comment choisir ses artisans, l'ordre des travaux, tous les trucs là. Donc c'était toujours là jusqu'à la fin là. Et écoutez, là, ça fait je sais pas 40 minutes que je dois parler maintenant, peut-être un peu moins. C'était toujours à la fin de cet épisode, bah, je t'invite à mettre un like et un commentaire si ce n'est pas encore fait. Et si tu es sur une plateforme d'écoute, eh ben, mets-moi un avis 5 étoiles. Ça m'aiderait beaucoup pour me motiver finalement à continuer ce documentaire. Même si je le fais pas que pour les autres, c'est aussi dans le but d'avoir des souvenirs plus tard. Allez, on se revoit au prochain épisode. Ciao!